Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. « 25 mai 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. C'est 25 mai, la communauté Kimbanguiste commémore sa fête annuelle, aussi appelée Noël Kimbanguiste. Cette date rappelle la naissance spirituelle de Simon Kimbangu en 1887, fondateur du kimbanguisme. À travers de prières, des chants et des rassemblements, les fidèles rendent grâce et réaffirment leurs valeurs de foi, de paix et d'unité qui structurent leur mouvement. Jossar Liboula. On est le 25 mai 1916, dans le village d'Nkamba, dans le Congo central, naît Dialungana Kiangani, deuxième fils de Simon Kimbangu et de Marie Mwilu Kiawanga. Pour l'église kimbanguiste, cette naissance n'est pas anodine. Dialungana est considéré comme la réincarnation de Jésus-Christ, la seconde personne de la Trinité. C'est pour ça que le 25 mai est appelé Noël kimbanguiste. Pas en décembre, mais en mai. Une rupture avec le calendrier chrétien classique qui ancre la fête dans l'histoire congolaise et dans la mission spirituelle de l'Église attribuée à Simon Kimbangu. Le 25 mai, le pays vit au rythme des kimbanguistes. À Kinshasa, les avenues se remplissent de fanfares et de défilés. Le point d'orgue se tient au centre d'accueil kimbanguiste de Kassavubu avec une grande cérémonie religieuse. Mais le cœur spirituel reste un Kamba. Cette colline dite sainte, à 100 km de Kinshasa, attire des dizaines de milliers de pèlerins. Ils viennent de toute la RDC, d'Angola, du Congo-Brazza, d'Europe. Chants, prières, témoignages, c'est un moment de ferveur, mais aussi de retrouvailles communautaires. L'église kimbanguiste est reconnue officiellement en RDC depuis 1959. C'est la première église d'inspiration africaine reconnue par l'État colonial. Aujourd'hui, elle est membre du Conseil œcuménique des églises et pèse lourdement dans la vie sociale et politique du pays. Le 25 mai kimbanguiste, c'est plus qu'une fête religieuse. C'est un marqueur d'identité congolaise. Simon Kimbangu a été arrêté par les autorités coloniales belges en 1921 pour avoir prêché l'émancipation spirituelle des Noirs. Il est mort en prison en 1951 après 30 ans de détention. Pour beaucoup, sa figure incarne la résistance culturelle et spirituelle face à la colonisation. Et restons toujours dans ce même ordre d'idées à l'occasion du 25 mai, de fidèles kimbanguistes ont profité de la date pour remercier le président de la République pour l'élévation de Kamba en ville sainte. Ils en ont aussi profité pour lancer un appel à intégrer les figures de prophètes et martyrs noirs dans les programmes de l'éducation nationale afin de mieux valoriser l'histoire et la mémoire africaine. On écoute Fabien Kivwila Mbala, interviewé par Jossar Liboula et El Gengoma. Autrement dit, la journée du 25 mai, c'est une journée célébrée selon la conviction kimbanguisme. Vous pouvez me prouver aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais vous pouvez me démontrer dans les textes légaux saints, où est-ce qu'on a mentionné la date du 1er ou du 25 décembre. Lisez bien la Bible, montrez-moi dans quel chapitre dans la Bible. Je suis chrétien, je ne suis pas un antichrist. Démontrez-moi dans la Bible dans quel chapitre de Paul, de Matthieu, de l'Ancien Testament où on a inscrit la date du 25 décembre comme fête de Noël. Nulle part. Et qui est né? Alors, non, permettez-moi, parce que quand on nous dit que Jésus est né à l'an 0, donc on est en train de voir. Et si vous lisez bien la Bible, les théologiens sont là. Je ne suis pas un antichrist, je parle comme un croyant, un vrai chrétien. Lisons bien la Bible, messieurs les journalistes.
C'est une conviction de la doctrine kimbangusme que nul ne peut contredire. Parce que si on veut parler de l'antichrist, les antichrists, ce sont des chrétiens qui sont dans l'église, sont en train d'inventer. Nous saluons le chef de l'État et nous sollicitons le chef de l'État, par le biais du ministre de l'Éducation, de l'EPSP, de l'enseignement supérieur, qu'on puisse nous cesser à nous apprendre ces gens-là qu'on ne connaît pas. On nous a enseigné le Dieu de 622, 643, qu'on nous enseigne le Kimbangu, le Mpadi, le Kimpavita, Anouari Tindengampeta, qu'on prenne un peu les valeurs de Kizito et de Bakaja, qu'on remplace ça maintenant dans les cours appropriés, que nos enfants demain ces ressources de nos propres valeurs ancestrales. Voilà ce qu'on peut dire, c'est qu'on sollicite au chef de l'État et que le pouvoir de nos ancêtres puisse être aussi reconnu dans la Constitution. Et puis, ce 25 mai, l'Afrique célèbre sa journée en mémoire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963 à Addis Abeba. À l'époque, le chef d'État africain signe ses pactes pour trois raisons principales: mettre fin à la colonisation et à l'apartheid, défendre la souveraineté de nouveaux États indépendants et parler d'une seule voix pour peser sur la scène internationale. Aujourd'hui, on parle de l'Union africaine. Jossar Liboula nous donne plus de détails, encore une fois de plus. Le 25 mai 1963, 32 chefs d'État africains se réunissent à Addis Abeba pour signer la charte de l'OIA. Objectif: enterrer la balkanisation coloniale et bâtir une Afrique unie, libre et solidaire. 62 ans plus tard, cette date est devenue la journée de l'Afrique. On est le 25 mai 1963, dans la capitale éthiopienne. L'empereur Haile Selassie ouvre le sommet fondateur. Autour de lui, 32 pays indépendants. Le contexte: la décolonisation bat son plein. Entre 1957 et 1963, 27 pays africains ont accédé à l'indépendance. Mais le continent est fragmenté, menacé par le néocolonialisme, l'apartheid en Afrique du Sud et les conflits des frontières. Deux visions s'affrontent. Les groupes de Casablanca portés par Nkrumah du Ghana et Nasser d'Égypte veut une fédération immédiate, un gouvernement africain unique. Le groupe de Monrovia, avec Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et Senghor du Sénégal, préfère une coopération progressive, État par État. Compromis donne naissance à l'Organisation de l'Unité africaine, OIA. Ils sont 32 à signer la charte ce jour-là. Les grands noms: Algérie, Égypte, Éthiopie, Ghana, Guinée, Libye, Mali, Maroc, Nigeria, Sénégal et Tanzanie. L'Éthiopie joue le rôle central. Elle n'a jamais été colonisée et abrite le siège de l'Organisation de l'Unité africaine. L'objectif affiché, c'est clair: défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale, éradiquer le colonialisme, promouvoir la coopération économique, sociale et culturelle. L'Organisation de l'Unité africaine n'est pas une fédération, c'est une organisation intergouvernementale. Pas de transfert de souveraineté, mais un cadre de dialogue. C'est aussi une victoire symbolique et l'Afrique parle d'une voix face au reste du monde. En 2002, l'OIA devient l'Union africaine à Urban. Le changement n'est pas cosmétique. L'OIA se dote d'un parlement africain, d'une cour de justice, d'une force africaine en attente. Les thèmes changent aussi. Fini l'anticolonialisme seul. Place au développement, à la paix, à l'intégration économique avec la ZLECAf. Le 25 mai devient la journée de l'Afrique. Chaque année, on célèbre l'unité, mais on fait aussi le bilan. En République démocratique du Congo, comme dans plusieurs pays, c'est l'occasion de rappeler que l'unité africaine ne se décrète pas. Elle se construit sur la sécurité alimentaire, la bonne gouvernance, la libre circulation. En 2025, le thème était la résilience alimentaire. En 2026, on voit bien pourquoi. Entre insécurité à l'Est, l'inflation et la dépendance aux importations, l'Afrique ne peut plus se permettre d'attendre. L'Afrique s'est dit plus jamais divisée. Aujourd'hui, l'enjeu est de transformer cette unité politique en une unité économique et humaine. L'héritage d'Addis Abeba, c'est ça. Passer des drapeaux aux résultats concrets.
Et puis parlons autre chose. Dans ces journaux, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de certains membres du gouvernement, a effectué le week-end dernier à Kinshasa une série de visites de terrain consacrées au contrôle des exécutions des travaux d'infrastructure et de voirie en cours dans la capitale. Au cours de cette descente sur site, le chef de l'État s'est rendu compte de l'état d'avancement de différents chantiers engagés à travers la ville-province de Kinshasa, La Fontaine-Cabana. L'objectif était de mieux apprécier la cadence de travaux dans la dynamique de poursuite de la modernisation urbaine et de l'amélioration des infrastructures de mobilité. Sur place, les équipes techniques et administratives ont présenté les étapes d'exécution de projets routiers en cours. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre des investissements publics visant à fluidifier la circulation et à faciliter les déplacements de populations quinoises. D'après les informations recueillies, ces chantiers constituent une continuité dans la politique de développement des infrastructures, considérée par les autorités comme un levier majeur pour la croissance économique, l'attractivité de la ville et l'amélioration du cadre de vie. À cet effet, le gouvernement central réitère sa détermination à poursuivre les financements de projets structurants à Kinshasa, en étroite coordination avec les services techniques et les autorités locales afin d'accélérer la transformation urbaine de la capitale. Et puis pour mieux mobiliser les recettes fiscales, il faudrait avoir un personnel en bonne santé, d'où la quintessence d'un exercice de santé effectué avec sportivité samedi 23 mai à Ntélé, dans l'est de Kinshasa, par la Direction générale des impôts, DGI, sous les commandes du directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba, via la Direction des ressources humaines. Cédric Bachala et Glody Mayemba était présent pour le compte d'Api Télévision. Avant l'ego proprement dit, cet exercice corporel avec des coachs professionnels. C'est l'ambiance bon enfant, synonyme d'un personnel de la direction des ressources humaines, uni pour le bien-être de la régie financière mobilisatrice des recettes fiscales. En tête de l'activité, la directrice de ces départements, Brigitte Kunda, qui a circonscrit les contextes de cette initiative mensuelle chapeautée par sa direction. Elle a également félicité les impressions dégagées par son équipe au cours de cet exercice de santé. La DGI programme chaque mois une activité de sport pour son personnel. C'est soit la marche, c'est soit le football, c'est soit le nzango pour les mamans. Il y a aussi les baskets et d'autres activités. Et nous les faisons parce que nous voulons maintenir notre santé. Nous voulons être en bon état de santé parce que rester seulement au bureau, travailler sous ce stress-là, sans bouger un peu le corps, c'est pas bon. Nous ne voulons pas seulement continuer à soigner les malades, nous voulons prévenir pour que les gens soient en bonne santé. C'est pourquoi vous avez vu, quand on est descendu du début au niveau de Poul-Maledbo, on a commencé par des exercices physiques. Et puis après, on a marché. Et du Poul-Maledbo à ici, ça fait à peu près 10 km. Et chacun a marché selon la force de son corps. Non, ils sont là, ils sont contents. Ils sont très contents. Nous, on a souhaité être très nombreux. Bon. Comme c'est le week-end, il y a des cas de deuil, de fêtes. Et nous sommes là avec les disponibles. En tout cas, on est une centaine, comme vous voyez derrière moi là. On est une centaine qui... les choix de ces sites, généralement, nous allons à Kinkole. Dernièrement, on a commencé à aller vers la Gombe, mais à cause des embouteillages, et puis pour la sécurité des agents, on a estimé bon de venir un peu vers Sélé, Maluku, où la nouvelle vie commence. Au-delà de cet exercice de santé, un autre message particulier était adressé aux assujettis de la DGI. C'est celui de s'acquitter des obligations fiscales dans les délais, comme explique la directrice des ressources humaines de la DGI.
Au-delà du message, déjà notre habillement. Notre habillement parle. Notre habillement parle et puis notre habillement rappelle aux gens que la DGI existe. Il faut payer ses impôts pour donner à l'État les moyens de son fonctionnement. Et comme c'est les nouveaux impôts, on a voulu être en forme et surtout être propre. Bon, le message est que mal payer, c'est payer 2 fois. Il faut bien payer à temps. C'est-à-dire quand vous avez démarré une activité, vous avez l'information, il faut chercher le bureau des impôts pour régler ses comptes avec la DGI. Se cacher, on finira par vous découvrir. Et quand on vous découvre, vous payez plus que ce que vous aurez dû payer si vous avez payé à temps. Donc on doit payer. Payer ses impôts, c'est aimer son pays. De Kin Malebo jusqu'au marché Liboké dans la commune de Lancélé, précisément à l'espace Chembikaï, les agents de la DRH de la DGI ont été suffisamment informés sur le comportement à adopter pour éviter les maladies cardiovasculaires dans les milieux professionnels. Un mot sur l'importance de la patience pour avancer sereinement vers les succès. À travers l'exemple de l'enfant qui apprend à marcher, l'auteur rappelle qu'il faut respecter chaque étape, accepter les chutes et arrêter de se comparer. Un rappel puissant, ton temps de gloire viendra si tu sais attendre et reste positif. On écoute Anissé Moranyama, précurseur de la praxis stoïcienne, dans cet extrait choisi par Jussarli Boula et Hilaire Tombalibé. Vous avez de la chance d'être tombé sur cette vidéo qui va complètement changer votre vie. Aujourd'hui, nous allons mettre en exergue un concept essentiel pour l'atteinte de nos objectifs. Il s'agit de la patience. Pourquoi est-il nécessaire d'être patient dans la vie? Il existe plusieurs possibilités qui s'offrent à nous pour avancer sereinement vers le succès, mais rassurez-vous, que parmi ces possibilités, la patience occupe une place de choix. La patience est une qualité humaine qui ressemble au système de freinage d'une voiture en vue de garantir sa sécurité et celle de ses usagers. La patience est une vertu dont l'importance est devenue aujourd'hui un véritable secret de polichinelle. La cogitation véritable d'aujourd'hui commence maintenant. Arrêtez de vouloir enjamber les étapes dans la vie, chères élites. C'est toujours mieux de respecter le processus dans tout ce que vous faites, car c'est ça la patience. Pour atteindre le sommet dans toute chose, la patience doit être considérée comme notre arme de dissuasion. À présent, je vous présente quelque chose de pertinent. Et je vous prie d'écouter méticuleusement cette argumentation puissante qui présente le parcours d'un enfant pour sa croissance vitale. Avant de courir, tout enfant passe par plusieurs étapes. Quelles sont ces étapes? La première étape, il doit apprendre à s'asseoir confortablement. La deuxième étape, l'enfant doit apprendre à ramper. La troisième étape, il doit apprendre à se tenir debout. La quatrième étape, il doit apprendre à marcher. Et la cinquième étape, qui est la dernière, c'est là que l'enfant apprend à courir. C'est très important ça. Mais, il y a quelque chose de récurrent dans toutes les 5 étapes. C'est quoi cette récurrence, finalement? C'est le fait pour l'enfant de tomber plusieurs fois et de se relever malgré la souffrance que cela comporte. Vous ne verrez aucun parent sérieux en train de déplorer le fait pour son enfant de tomber lorsqu'il apprend à marcher ou à courir. Vous savez pourquoi? Il ne le fait jamais. Car il sait d'avance que ça fait partie du processus. Et un enfant qui rampe ne va jamais se comparer à celui qui court déjà, car il sait qu'il finira lui aussi par atteindre cette étape-là un jour, car il est déjà dans le processus. C'est simple. Mais de nos jours, malheureusement,
le constat est amer. Et puis parlons en société, la réhabilitation de l'avenue Kimwenza dans le quartier Yolo Sud à Kalamou divise les habitants si le projet est salué sur le principe. La lenteur du chantier et ses effets collatéraux, coupure d'eau, d'électricité et circulation bloquée exaspèrent une partie de la population. Commentaire avec Grandel Jenny et Baker by le Rêve. Les travaux sur l'avenue Kimwenza avancent au ralenti. Les résultats, c'est déplacer devient un parcours du combattant pour les habitants et les usagers de ces coins de Kalamou. Sur place, certains riverains reconnaissent l'utilité du projet et continuent d'y croire malgré les désagréments. Nous aimons les travaux qu'ils font, mais nous souffrons aussi beaucoup à cause de la lenteur de travaux. Ils font du bon travail, mais c'est trop lent. Pour plusieurs habitants, les chantiers ont aussi un prix invisible. L'eau et l'électricité sont coupés par l'intermittence dans de parcelles entières du quartier. Comme je parle là, Au moment où je vous parle, on n'a plus du courant parce qu'à cause de la réhabilitation de la route Kimwenza. Ils ont picolé nos fils électriques, ils ont détruit nos tuyaux d'eau. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont en train de réhabiliter la route de Kimwenza. Face à cette situation, les messages sont unanimes. La population demande aux autorités et à l'entreprise en charge d'accélérer le rythme pour limiter la souffrance quotidienne. En tout cas, nous sommes un chef de l'État vraiment à penser à la biseau. En tout cas, nous demandons au chef de l'État de penser à nous. Les sociétés qui sont chargées de faire ce travail, qu'ils les fassent rapidement, avant la fin de la saison sèche. Sinon, si la saison des pluies nous trouve avec le même problème, ça ne sera pas bien. En attendant la fin des travaux, les habitants de Yolo Sud jonglent entre embouteillage et pénurie d'eau et coupure d'électricité à répétition. En santé, au chapitre de l'épidémie d'Ebola, sachez qu'une réunion tripartite de coopération transfrontalière s'est tenue le week-end dernier à Kinshasa entre de responsables congolais, ougandais et sud-soudanais. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la riposte contre la maladie. Suivez. Les travaux ont mobilisé les autorités sanitaires nationales, les structures en charge de la coordination des urgences de santé publique, les équipes techniques ainsi que les partenaires techniques et financiers. La délégation de la République démocratique du Congo, conduite par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, les docteurs Kamba, était accompagnée par le directeur général de l'Institut national de santé publique, les docteurs Dieudonné Mwamba. Les discussions ont notamment porté sur l'analyse de la situation épidémiologique régionale, les capacités minimales requises par les règlements sanitaires internationaux 2005, la surveillance transfrontalière, la prévention et les contrôles des infections, les partages et la gestion de données, la communication de risques ainsi que l'approche One Health. Au terme des échanges, les participants ont approuvé des orientations visant la mise en place d'un mécanisme opérationnel tripartite de coordination, l'harmonisation de procédures de surveillance et des notifications des alertes et l'élaboration d'un plan d'action conjoint sur 90 jours pour renforcer les capacités aux frontières. Par ailleurs, un projet de mémorandum tripartite RDC-Ouganda-Sud-Soudan a été finalisé en vue de sa transmission aux autorités sanitaires compétentes de 3 pays. Et puis en sport, à la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, une réunion par visioconférence a rassemblé samedi 23 mai les présidents de l'instance fêtière du football congolais et les représentants de la FIFA. À menu de la rencontre, la question de l'épidémie Ebola et les précautions sanitaires à prendre avant la Coupe du Monde. Suivez.
Selon la FECOFA, une grande partie de la délégation congolaise, notamment les joueurs, ne résident pas au Congo. Dès lors, aucune inquiétude n'est à nourrir. Par ailleurs, précise l'instance congolaise, la petite partie du staff technique ayant fait les déplacements depuis Kinshasa et se trouvant actuellement en Belgique va observer un séjour de plus de 21 jours en Europe avant la prise de dispositions nécessaires. Les personnes concernées seront invitées de près afin d'éviter toute complication susceptible de perturber les démarches liées à leur entrée sur les territoires américains. La FECOFA souligne également que l'ensemble de la délégation respectera strictement toutes les mesures sanitaires prescrites par les autorités américaines. Concernant les supporters, la fédération indique que ceux qui ont déjà acheté leur billet mais qui se voient refuser l'accès au territoire américain seront remboursés par la FIFA. Pour rappel, les Léopards de la RDC vont affronter le Danemark et le Chili dans le cadre de leur préparation à la Coupe du Monde. Ces deux rencontres auront lieu en Europe. D'abord contre le Danemark le mercredi 3 juin à Liège, puis face au Chili le mardi 9 juin à Marbella en Espagne. Deux rendez-vous importants qui permettront d'évaluer les niveaux réels de la sélection congolaise avant le grand début de la compétition prévue les jeudis 11 juin. Et restons toujours en sport. Sachez aussi que Illico Cash Ligue 1 s'est poursuivi dimanche 24 mai avec un match brillant à l'occasion de la 7e journée de play-off. La Vita Club a signé une victoire importante contre Céleste FC sur un score de 2-0 au stade Kourara Mpova à Kinshasa. Disputée à huis clos conformément aux récentes mesures prises par les ministres des Sports et Loisirs Didier Boudimou, la rencontre a été équilibrée avant que les Moscovites ne fassent la différence en seconde période. Après une première mi-temps pauvre en occasion franche, les Dauphins Noirs ont accéléré au retour des vestiaires avec une délivrance venue à la 70e minute grâce à Diakana Marzouk, après que Niemboa Eliezer n'écorce l'addition en inscrivant les break-buts 2 minutes après. Par ailleurs, ce succès permet à l'Asvel Club de remonter à la 3e place du classement avec 12 points, relançant ainsi ses ambitions dans ses playoffs. Il faut noter que Céleste FC reste lanterne rouge avec seulement 1 point au compteur. Le directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastaki Birindois, a participé le week-end dernier à la table de la Quinoise, un talk show organisé à Silicon Village autour de l'entrepreneuriat de jeunes. Suivez. Le directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastaki Birindois, a participé ce samedi à la table de la Quinoise, un talk show organisé à Silicon Village autour de l'entrepreneuriat des jeunes. Devant un public composé principalement des jeunes entrepreneurs et porteurs des projets, il a insisté sur la nécessité de transformer la débrouille en activité pérenne et structurée. Selon le DGA, le manque de financement reste aujourd'hui l'un des principaux freins et qui empêche plusieurs jeunes de passer des activités de survie aux véritables entreprises. Le FPI, a-t-il rappelé, demeure fortement engagé dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo. Il a ainsi invité les participants à mieux s'approprier le programme Vijana mis en œuvre dans le cadre du partenariat entre le FPI et le FOGEC. Ce mécanisme de financement innovant cible les jeunes des 18 à 35 ans avec un taux d'intérêt préférentiel de 4%, une période de grâce pouvant atteindre 12 mois et des financements allant jusqu'à $50,000 américains. Dans cette dynamique d'accompagnement, Blaise Mastaki Birindois a également annoncé que quelques jeunes de la ville de Guémena ainsi que des paysans des Bois-Manda bénéficieront prochainement des financements sous forme de subventions afin de soutenir leurs activités. Je salue déjà tous ces jeunes Congolais qui bénéficient du financement du pays. Ils sont nombreux à travers le territoire congolais. Et il y a encore une cohorte qui bénéficiera alors de donnons du financement la semaine prochaine grâce à notre collaboration avec le FOGEC et G5.
Donc nous sommes très engagés dans le financement de la jeunesse. Nous considérons aujourd'hui le FPI vraiment dans son rôle de champion, si vous voulez, de la promotion de l'industrie. Et le financement dont je parle ici, c'est la semi-industrie et l'industrie. Nous avons besoin de former ces jeunes pour qu'ils sachent que faire avec cet argent. Le DGA a aussi exhorté les jeunes à maîtriser l'élaboration du plan d'affaires. Pour lui, ce document constitue un outil stratégique indispensable à la survie et à la croissance d'une entreprise. Il a plaidé pour l'organisation régulière des formations afin de renforcer les capacités entrepreneuriales des jeunes. La rencontre s'est clôturée par une séance d'échange B2B au cours de laquelle plusieurs jeunes ont soumis leurs préoccupations liées à l'accès au crédit et l'accompagnement de leurs projets par le FPI. Suivez ces publi-reportages que nous propose l'Inspection générale de finances IGF sur le contrôle systémique. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Inspection générale des finances se dresse comme la meilleure ligne de défense des fonds et des biens publics en RDC. Fini le temps où l'on se contentait de réparer après les dégâts. Désormais, place au contrôle systémique. Le contrôle systémique, le nouveau mode de surveillance intelligent et permanent du flux financier public en RDC. Une nouvelle vision de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, autour de la bonne gouvernance. Le système de collecte et de gestion des recettes de l'État et bien plus les nouvelles procédures de dépenses de fonds publics, un cheval de bataille de l'IGF. Il s'agit de la mise en place, en amont, d'un système de détection des défaillances avant la production des effets financiers négatifs. Le contrôle systémique sécurise la collecte, la gestion et l'utilisation des fonds de l'État. Un objectif clair, mettre un terme au détournement causé par les failles du système et attaquer la corruption à sa racine. Gestionnaires publics, vous êtes les premiers acteurs de cette nouvelle ère de gouvernance. Le contrôle systémique vous accompagne, vous encadre et vous responsabilise. Plus de traçabilité, plus de transparence, plus de rigueur pour des finances publiques au service du développement. Le contrôle systémique de l'IGF, ce n'est pas une sanction, c'est une protection pour l'État, une sécurité pour les gestionnaires intègres et un espoir pour la nation. Désormais, en République démocratique du Congo, chaque franc public compte. Chaque décision de gestion engage l'avenir de toute une nation. C'est la fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. On se revoit à la prochaine et restez toujours branchés sur APIC Télévision, l'image insoupçonnée de la RDC. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.